À l'occasion d'Octobre Rose, je vous propose un super concours sur le compte Insta de Super Mama. Le but est de vous faire gagner de trop jolis lots et de mettre en avant le travail de créateurs engagés pour cette cause. Alors si vous souhaitez participer, foncez tout de suite sur le compte Instagram du podcast, le lien est en description, et tentez votre chance. Le tirage au sort se fera le 31 octobre. Je vous laisse de suite avec votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. 18 mois de traitement, un essai clinique, 24 chimiothérapies, 2 opérations et 40 séances de radiothérapie, c'est ce qu'a subi Julie, mon invitée du jour, pour venir à bout de cette foutue maladie qu'est le cancer du sein. Dans cet épisode si poignant, Julie vous parlera de son histoire et de cette épreuve qui l'a marquée à jamais. Une épreuve qui l'aura tout de même poussée à se poser les bonnes questions. Quelles sont les valeurs qui lui tiennent à cœur ? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment dans la vie ? De quoi a-t-elle envie pour la suite ? C'est en se recentrant qu'elle a emprunté un tout nouveau chemin professionnel en lançant son entreprise, son premier bébé, comme elle dit, les Frangines. Une entreprise engagée, sociale, solidaire et mécène de la recherche contre le cancer, qui propose des franges, perruques, turbans et autres accessoires destinés aux personnes malades pour les aider à mieux vivre cette période de vie si spéciale. En plus de cette aventure professionnelle si riche et passionnante, un petit miracle a débarqué dans sa vie quelques années plus tard. Bien que les médecins l'avaient prévenue qu'elle avait autant de chances de tomber enceinte naturellement que de gagner au loto, la petite Bowie Billy est venue se nicher au cœur de son ventre. Une surprise tombée du ciel qui fait d'elle aujourd'hui une femme épanouie et une mère comblée. J'ai adoré recueillir l'histoire de Julie, cette femme forte, positive et combative. Un récit dont il est bon de s'inspirer pour continuer à vivre ses rêves sans jamais cesser d'y croire. Merci 1000 fois pour ta confiance et ton partage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être sur le podcast de Super Mama avec moi. Je suis ravie de t'accueillir. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, avant de commencer, te présenter en quelques mots ? Oui, alors, je m'appelle, Julie Meunier, j'ai, 36 ans. Je suis, entrepreneur, chef d'entreprise. J'ai une petite entreprise, qui s'appelle Les Frangines. Je suis aussi auteure, donc j'ai écrit un livre, aux éditions Larousse qui s'appelle «À mes sœurs de combat». Et puis, je suis, l'épouse d'un kiné et Ouais. je suis maman depuis 19 mois d'une petite fille qui s'appelle Bowie Billy. Oh, trop chouette. Comment s'appelle ton conjoint ? Anthony, Anthony. Ok, ça marche. Vous êtes mariés ? Oui, ouais, on est mariés, c'est mon cadeau de rémission, ce mec. c'est vrai ? On va y venir, dans ton podcast, sur mon histoire, mais je l'ai rencontré après une épreuve dans ma vie. Quand on s'est rencontrés, j'avais peut-être même pas, je sais pas, 1 centimètre de cheveux sur la tête et voilà, on s'est rencontrés, sur un festival et puis, voilà, 3 ans après, on était mariés et 5 ans après, il y a un petit bébé qui est arrivé et puis voilà quoi et puis maintenant on habite, aussi ensemble parce que pendant très longtemps, on était mariés, on vivait pas ensemble et en vrai, Ah c'était trop ouais? cool. Ouais, c'est cool, ça change. Ouais, ouais. Ouais, franchement, c'était trop bien, mais parce qu'en fait, moi, j'étais à Nice et lui, il était à Toulon Ok. et du coup, quand, je suis tombée enceinte, parce qu'au départ, on m'avait dit que je pourrais jamais avoir d'enfant et finalement, comme quoi la médecine n'est pas tout à fait une science exacte et il y a encore des parts de mystère et de miracle et je suis tombée enceinte spontanément et puis du coup, on s'est dit: «Bon, là, quand même, élever un enfant à distance, Un peu à galère. 200 kilomètres, ça va être un peu compliqué». Donc du coup, on a emménagé ensemble et donc c'est marrant parce que ma vie, elle a vraiment changé du tout au tout dans le sens où, je suis venue vivre avec mon mari, 1 mois avant d'accoucher.
Ah Donc ouais! du coup, j'ai vécu pour la première fois avec mon mari, plus un bébé. Voilà, tout est arrivé en même temps, tu vois? C'était un gros, gros changement, dans ma vie. Je Ouais, suis tu passée m'étonnes. d'une vie toute seule à une vie à 3. Bon, c'est cool aussi, c'est chouette, ça change. Mais c'était chouette. Oui, oui, oui. OK, Ouais, ouais, oui, carrément, ouais. Pourquoi vivre dans un carré? Ça marche aussi dans un rond, quoi, tout à donc fait. voilà. Bon, maintenant, je suis dans un carré parfait, hein. Ah bon, Mais c'est c'est ce vrai que qu'à tu vas nous l'époque, on vivait raconter, dans ouais. un rond et c'était cool aussi, ouais. Ouais, trop cool. Si on rembobine un petit peu le fil, Julie, toi, dans quel contexte, familial tu as évolué? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Comment était composée ta famille? Ouh là! Alors, c'est un vaste Mmh. sujet. Donc, de mon père et ma mère, je suis la seule. OK. Et mon père, avant moi, il avait eu 3 enfants et après moi, il en a encore eu. 1 de sûr. Après depuis, j'en sais rien parce que OK. malheureusement, j'ai plus de nouvelles de mon père depuis mon cancer. Et donc ça fait 8 ans à peu près, je crois, qu'il a décidé de tirer un trait sur moi. OK. Et puis ma mère, elle s'est remariée. Donc mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 6 ans, hein, j'étais petite Mmh. et c'était une bonne chose parce qu'ils s'entendaient pas du tout. Mon père frappait ma mère, Ah il oui. avait des maîtresses, il m'emmenait chez ses maîtresses. Bon, moi, il m'a jamais touchée, il m'a jamais frappée. Mais par contre, c'était un homme violent en parole et tout et bon, c'était pas quelqu'un de bien, clairement. Et ma mère, en fait, elle, voilà, un jour, comme j'avais peur de lui, je lui ai dit: «Écoute maman», j'étais petite, quoi, et je lui ai dit: «J'ai peur de papa, je veux qu'on s'en aille», et en fait, ça a été le déclencheur pour ma mère de dire, en fait, ça a été un peu le coup de pied qui lui manquait, quoi. Elle s'est dit: «OK, là, ma fille, par contre, elle grandit et tout et elle se rend compte de plein de choses et c'est pas possible, quoi», donc elle a pris ses affaires, elle m'a pris moi et on est partis. Quand j'ai eu, 8 ans, en fait, elle a rencontré quelqu'un Mmh. qui est devenu, du coup, mon beau-père. Maintenant, Ouais. ça fait pas combien? Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Ah oui, Ouais, d'accord. elle a rencontré quelqu'un de super et ils ont eu un petit garçon. Donc moi, j'avais 13 ans, donc ils ont attendu un peu avant de l'avoir. Moi, OK. j'avais 13 ans quand mon petit frère, il est né. Donc voilà, et puis bon, je suis pas restée longtemps avec lui parce que moi, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie à la fac, Mmh. vraiment à 18 ans pile. Ouais. Donc mon petit frère, il avait que 5 ans, tu vois? Donc c'est vrai qu'on a grandi, on va dire, en décalé, lui et moi, parce que, moi, je suis partie vite, quand lui, il Ouais. commençait, voilà, à aller à l'école et tout. Donc voilà le contexte. Et après mes autres frères, parce que j'ai que des frères, il y a pas de filles, pas que je sache, en tout cas. Mais mes autres frères, j'ai absolument aucune nouvelle, voilà. Ouais. On va dire tout c'est du côté de mon père, ça a Mmh. toujours été, de toute façon compliqué. Et du coup, j'en ai un qui avait essayé de renouer il y a quelques années, mais moi, enfin, c'est pas que j'ai pas voulu, j'ai essayé, mais c'est juste que comme j'ai pas été habituée, en fait, à grandir Mmh. avec cette partie-là de la famille. Bah, c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui donnait des nouvelles et tout, et puis, bah, du coup, on s'est reperdu de vue, quoi. Ouais. Et voilà, Bon, donc oui, un pour, contexte comment quand j'ai même, grandi. Ouais, un chargé, contexte particulier, mmh. chargé, ouais. Et après, bon, j'ai grandi dans le sud de la France, donc je suis née à Digne-les-Bains. Ouais. Mes parents, ils étaient commerçants, ils avaient un bar, en fait, Mmh. à Vologne. Et ensuite on a déménagé quand, je crois que 2e année de maternelle, j'avais fait ma première année de maternelle là-haut, et on est allé vivre dans un petit village qui s'appelle Solliès-Pont. OK. Donc c'est dans le sud de la France, c'est à côté de Toulon. OK. Mes grands-parents ont toujours été commerçants, ils avaient des bars tabac depuis toujours. Mon père, lui, il était footballeur professionnel, il était professionnel à l'OM. OK. Ouais, et quand il a rencontré ma mère, il était en fin de carrière parce qu'il s'était blessé. Et puis parce qu'il faisait certainement plein d'autres conneries. Et du coup, il a suivi la trace de ses parents et il a ouvert, voilà, un bar tabac avec ma mère, et puis ensuite ils ont continué à faire ça, jusqu'à leur divorce. Mmh. Et ma mère, elle est restée dans le sud. On a vécu toujours à côté de Toulon, à Saint-Mandrier, c'est une presqu'île. Bon, je vous fais un peu Mmh. voyager. Bah oui, Dans le carrément. sud de la France. Toulon, c'est spécial, après, il y a eu des efforts qui ont été faits dans cette ville. Ça reste une ville, quand même assez spéciale, reconstruite très rapidement après Mmh. la guerre et tout. Donc c'est vrai que souvent on dit qu'elle est pas très sexy, mais on va dire d'un point de vue culturel, aujourd'hui, il y a quand même plein de choses qui se font, notamment au niveau tu vois, du design et tout. Je parle de la design Ouais. parade, du festival international de mode avec la Villa Noailles hier.
il y a quand même une scène, musicale indépendante qui est assez riche à Toulon. Il y a, on va dire, plus de scènes indép que, par exemple, à Nice, où à Nice, il y a plus de petites salles, il y a plus que des Ouais, c'est grandes vrai. salles comme, tu vois, tu passes direct au Nicaea et enfin voilà, c'est dommage, mais donc c'est vrai que d'un point de vue culturel, mine de rien, à Toulon, il y a des choses, super qui se font Ça bouge, et ouais. donc voilà, après ma mère, quand elle s'est mariée avec mon beau-père, on a vécu à Hyères-les-Palmiers. Là, c'est vachement chouette parce que c'est une ville où il y a 50 000 habitants, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, c'est une ville à taille humaine où tu as, petite école, collège, lycée, un cinéma et tout, enfin, tu vois? Et puis tu peux tout faire à pied, donc c'est Mmh. super chouette d'habiter là et après moi, je suis partie, faire, des années d'études à Marseille, puis Toulouse et ensuite, comme j'avais rencontré quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, bah, lui, il est parti sur Nice et je l'ai suivi et puis du coup, je suis Ouais. restée 15 ans à Nice, voilà Bon, une et là, je fille suis du revenue sud. que ouais, complètement du sud, ouais, j'avoue. Je suis revenue que depuis du coup, depuis 20 mois, à Toulon, voilà et sinon OK, ça faisait d'accord, 15 ouais. ans que j'étais à Nice. Mais j'ai toujours un pied à Nice, hein. Comme j'ai mon bureau là-bas avec, Ouais. mon équipe pour les frangines, bah, c'est vrai que j'y Ah vais 1 oui. à 2 fois par mois, ouais. J'adore Nice, franchement, j'ai eu du mal à m'y habituer au début, mais au final, je trouve enfin, au final, j'ai adoré y vivre. Tu es à côté de l'Italie, tu as un Ouais. aéroport international dans la ville. Tu peux enfin voilà, c'est franchement chouette. Tu peux aller sur des pistes de ski toute la journée, skier tout machin et prendre l'apéro au bord de la mer, dans Le la même soir. journée, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a pas beaucoup de villes, je crois dans le monde où tu peux faire ça Mmh. et c'est vrai que, voilà, pour tout ça, il y fait quand même vachement bon vivre à Nice, c'est sympa. Ouais et puis Donc la voilà, mais bon, je suis température. revenue à Toulon. Oui, OK. la température, elle est quand même agréable et puis il y a pas de vent. Autant à Toulon, on a beaucoup de Mistral, autant on sait Ouais. pas pourquoi, à Nice, le Mistral s'arrête au péage. Les anciens, ils Et disent que c'est après depuis qu'ils ont fait les autoroutes, ça a dévié les vents et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de vent et tout. Enfin bon, bref, en tout cas, il fait bon vivre à Nice et j'ai été heureuse d'y vivre, pendant 15 ans et je resterai, je pense, niçoise de cœur, pendant longtemps, quoi. bon, génial, génial et toi, quel rapport tu avais avec la maternité, bah, justement, là, pendant tes années, d'études, de jeune femme? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais ou pour toi, c'était très, très lointain? Alors, je t'avoue que j'y pensais pas vraiment. Je savais que, certainement un jour, j'aurais envie de Ouais, fonder une famille. Je savais pas quand. Après j'ai toujours été dans des relations longues, avec des garçons. J'en ai voilà, j'ai pas eu beaucoup de garçons qui ont compté dans ma vie. J'en ai eu que voilà, surtout 3 quoi et en fait, OK. c'est vrai que je suis restée avec un garçon de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 27 ans Ah et oui, ouais et c'est vrai que bon, bah, je pensais, hein, lui, il voulait être papa un jour et tout. Je me suis dit: «OK, bah, un jour», tu vois? Mais d'abord, fallait faire la carrière, ouais, enfin, moi, j'étais jeune, il était un peu plus âgé que moi, mais moi, j'étais jeune et donc je voulais quand même m'installer dans la vie avant de faire un enfant, voilà et c'est mais je savais pas quand, je t'avoue que je savais pas quand. Je me disais dans ma tête: «Vers 30 ans, c'est bien», tu vois? Enfin voilà, je me laissais un peu le mmh, temps, de profiter et voilà, mais même si je savais pas à quoi m'attendre en vrai et j'avais pas d'amis autour de moi qui avaient des enfants, qui pouvaient me dire quoi que ce soit, mais je sais pas, je me disais: «Vers 30 ans, c'est bien», tu vois? Juste comme ça. Sauf que, bah, voilà, après dans ma vie, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont remis tout ça en question, quoi, mmh. à l'âge de 27 ans, donc moi j'étais cadre dans une entreprise, j'étais juriste en droit immobilier. Ah ouais, Bon, OK. j'avais fait droit parce que ouais, parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Donc après le bac, enfin j'ai fait plein de choses. Après le bac, j'ai fait de l'océanologie. Ah ouais? Après je me suis rendu compte que ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, moi la recherche, c'était trop abstrait, que j'avais besoin d'un truc un peu plus concret. Je me voyais pas parce que moi j'avais fait océanologie pour devenir soigneuse, tu vois? OK. Mais ensuite, j'ai pris conscience que voilà, les parcs d'attractions où il fallait soigner des animaux, bah, en fait, c'était pas normal et ça, j'ai pris très rapidement conscience et donc du coup, je me suis dit: «Non, non, c'est mort, je enfin voilà, je quitte l'océanologie parce que c'est pas du tout ce à quoi, je pourrais pas faire ce que j'imaginais». Donc j'ai arrêté puis je suis partie en fac d'anglais parce que je savais pas quoi faire. Mmh. Mais Charles Dickens a eu raison de moi avec ses grandes espérances et du coup, j'ai arrêté l'anglais et je suis partie à Toulouse et là, j'ai fait en fait un BTS profession immobilière en alternance et comme je suis OK. sortie majeure de promo, je suis rentrée en licence de droit
Et ensuite, j'ai fait mon master 1 et mon master 2 en cours du soir. Donc je travaillais la journée comme assistante, dans un cabinet et le soir, j'allais passer mes cours et mes diplômes et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans en cours du soir jusqu'à avoir mon master 2 en droit immobilier, option expertise immobilière, voilà. OK, et Et après tu as donc commencé à travailler là-dedans? ouais, tout à fait. Après, j'ai Ouais. commencé à travailler comme assistante au départ et puis rapidement, je suis devenue, voilà, gestionnaire. Donc je gérais un portefeuille de patrimoine immobilier, en fait et après je suis devenue, responsable de service très rapidement où là, je gérais le portefeuille immobilier d'institutionnels français comme le 1 patronal, des choses comme ça. Donc Ouais. j'avais énormément de biens et d'immeubles à gérer et puis je suis tombée malade, voilà, OK. à En l'âge quelle de année? 27 ans, en 2015. OK, 2015. En 2015, après je savais pas que je ferais ce métier toute ma vie. J'avais dit, je disais tout le temps à mes collègues: «Non mais je ferai pas ça toute ma vie» parce qu'en fait, il faut aimer le conflit quand tu fais ça Ouais. et puis, être en conflit tout le temps avec les gens, enfin personnellement, c'est pas du tout c'était pas du tout un projet de vie pour moi. Ouais, ouais, bien J'avais pas sûr. fait ces études pour ça, même si c'était des études très, très, très intéressantes pour le coup. J'ai Mmh. adoré apprendre ça, moi qui étais quand même très artiste, mais en vrai le droit, j'ai trouvé ça vachement cool mais c'est juste que je savais pas ce que j'allais faire si je changeais et je savais pas quand surtout. Sauf que, bah, quand je suis tombée malade, voilà, j en 2015, j'avais 27 ans et là, on m'annonce que j'ai un cancer du sein Mmh. et enfin, en plus, tu vois, j'avais jamais eu de cancer de rien dans ma famille. C'est-à-dire que Oui, cette c'est ce que maladie, je j'allais te la demander. Tu connaissais avais pas de, non, une cette hérédité? maladie, je la connaissais pas du tout, quoi. Enfin, Ouais. vraiment, même pas de près ou de loin, même pas d'amis à moi. J'avais eu beaucoup de chance d'être préservée, j'ai envie de Mmh. te dire. Parce qu'aujourd'hui, on est de moins en moins préservés, on est Ouais. tous touchés de près ou de loin. Et ça fait qu'augmenter. C'est ça qui est, assez effrayant actuellement et tous les médecins tirent le signal d'alarme et tout, ça fait vraiment peur même, j'ai envie de te Mmh. dire, quand même à ce point-là. Et en fait, moi à l'époque, bon bah, c'était un peu, tu vois, la météorite qui me tombe sur la tête. Je suis là: «OK, pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour développer un cancer?» Tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ou quoi? Surtout que moi j'étais très sportive. J'étais en sport-études petite, sport-études gym. Ouais. Après, j'ai fait beaucoup de natation, d'athlétisme et ensuite beaucoup, beaucoup de danse classique et quand je suis tombée malade, je faisais quand même, 5 heures de danse classique par semaine, tu vois? Enfin, c'était assez, Oui, tu avais une hygiène de donc vie, bon, tout ouais, à fait, carrément, je fumais correcte, quoi. pas, je buvais modérément, c'est-à-dire, Oui, 1 voilà. verre de temps en temps, et encore, j'ai découvert l'alcool vraiment sur le tard, à cause OK. de Toulouse et à cause du Tariquet. Ah bah oui, là-bas, ouais. Les premières grives très sucrées. Aujourd'hui, je peux plus le boire ce truc tellement c'est sucré, mais à Je l'époque, c'est comprends. ce qui m'a fait connaître l'alcool. Et en fait mais après voilà, c'était hyper modéré, tu vois? Tu te dis pas: «OK, c'est pas parce que j'ai bu du Oui, Tariquet bien dans ma sûr. vie que» tu vois Non, ce que je veux dire? c'est sûr. Mais bon, en fait, tu peux pas si tu cherches le pourquoi du comment, en fait, tu vas t'épuiser et malheureusement, je pense que c'est des facteurs environnementaux qui nous dépassent. Je pense qu'on est un peu la génération, où il y a eu l'industrialisation de la nourriture, Ouais. où, on a mis des choses cheloues dans l'eau pour la purifier, où on respire, tous les jours des choses, Mmh. compliquées. Enfin, il va falloir que l'être humain s'adapte, je pense, beaucoup, puisque j'ai pas l'impression qu'il y ait des efforts qui seront faits demain par rapport à ça. Je suis désolée d'être pessimiste là-dessus, mais Ouais. on y croit et puis quand on voit qu'ils réintègrent des pesticides qui ont été Mmh. longtemps, Interdit. interdits et Mmh. qu'ils les remettent et qu'ils réaccordent, qu'on s'en serve et tout. Enfin, est-ce que voilà, il y a de quoi être, de se poser des questions et être pessimiste un peu sur ça, quoi, mais bon. Donc moi, je suis optimiste en me disant: «L'être humain, il est là depuis des milliers d'années Mmh. et il est en haut de la chaîne alimentaire. Il s'est adapté à des situations terribles, voire les pires et aujourd'hui, il est encore là, donc je pense qu'il finira par s'adapter aussi à cette saleté de maladie et Ouais. peut-être à l'éliminer de mieux en mieux, lui tout seul, sans avoir à en passer par des choses, terribles comme on en passe aujourd'hui. Donc voilà, enfin moi à l'époque, quand on m'a découvert cette tumeur, j'avais 27 ans. Moi, je pensais que j'avais un kyste clairement Et tu et sentais une grosseur, toi, au toucher? Comment tu l'as alors en fait, découvert? comment j'ai découvert? C'est que ma mère, elle m'a toujours, inculqué certaines valeurs de santé dans le sens où elle me Mmh. dit: «Voilà, dans la vie, il faut être acteur de sa santé». Ma mère, elle est coiffeuse devenue aide-soignante sur OK. le tard
et elle est passée par plein de choses, quoi, tu vois? Et elle a fait ça en VAE après à terme. Ouais. Mais elle m'a toujours dit: «Voilà, il faut être acteur de sa santé, il faut quand même faire des check-up régulièrement et tout» et je l'en remercierai jamais assez. Donc en fait, moi, j'avais un truc mémotechnique, c'était qu'au mois de janvier de chaque année, en fait, je prenais mes rendez-vous médicaux. Donc OK. je vais chez le dentiste, chez la gynéco, je vais voir mon généraliste, je me fais prescrire une prise de sang, tu vois? Juste pour vérifier que tout va bien Ouais, et puis je ouais, vais tu chez faisais un l'ophtalmo check-up. aussi. OK. Un check-up, d'un peu tout quoi, tu vois? Des trucs, voilà Très et bon heu réflexe et en d'ailleurs. allant voir oui, oui, enfin ça pour le coup, c'est voilà, ça fait partie pour moi de mon hygiène de Mmh. vie et surtout que, tu vois, quand tu es jeune, tu te dis pas que tu peux être touché. Enfin, c'est Ouais. bizarre, mais quand on est jeune, la maladie pour nous, c'est hyper lointain, c'est hyper abstrait, et presque on se sent invincible et le mot mort, enfin pour nous, ça existe que dans Ouais, les on films, est dans tu vois? une insouciance qui est bien propre à Complètement. la jeunesse. Exactement, cette Ouais. insouciance, complète, quoi et c'est vrai que bon, bah, si tu fais pas ces trucs-là, bah, peut-être que tu peux laisser passer des choses donc c'est vrai que bon, ma mère, elle m'a dit: «Oui, effectivement, quand on est jeune, on a la vie devant soi, mais bon, on peut traverser la route et se faire écraser, donc faut quand même être, vigilant, et être acteur de sa santé». Donc du coup, voilà, je fais ces rendez-vous chaque année et là, cette année-là de début 2015, du coup, Ouais. je vais voir fin janvier, mon gynéco. Il me fait bon, là, par chance, il me fait une autopalpation parce que j'ai appris, ensuite dans mon parcours que, bah, à l'époque, c'était pas systématique, Mmh. surtout chez les jeunes femmes mais moi, le mien, il avait beau être un gynéco très âgé, en tout cas, il faisait, l'autopalpation et il me dit: «Ah, vous avez un petit kyste, dans le sein gauche», il me prescrit une crème aux hormones. Bon, alors déjà, quand il me dit ça, je dis: «Ouais, non, ça, c'est mort. Il y a hormones dedans, je mettrai pas, Mmh. c'est sûr» et surtout, j'essaie de toucher, tu vois, où est-ce qu'il a senti ce kyste et moi, je le sens pas pour le coup. Je le sens OK. pas. Je dis: «Bon, je sais pas où est-ce qu'il a vu un kyste, mais moi, je le sens pas». Sauf que, 3 semaines plus tard, en mettant mon soutien-gorge, il y a un truc qui me gêne au niveau du passage de la baleine Mmh mh. et donc je l'enlève et je touche et là je sens une boule, mais une Ah. grosse boule quoi, tu vois? Genre, et là je fais: «Ah putain, mais il est là en fait le kyste et tout», je dis: «Ah oui non, il est pas petit en fait, il est costaud» et c'est vrai que je le fais toucher à ma mère, tu vois? Et ma mère, elle a une réaction mais épidermique comme si elle s'était piqué une rose Ah et elle oui. me dit: «Ça te fait mal?» Je dis: «Non». Elle me dit: «Ah ça te fait pas mal, j'aime pas». Alors attention, hein, le cancer ça peut faire mal aussi, hein, ça peut, c'est faux quand c'est des fausses idées quand on te dit, «Le cancer ça fait pas mal». Mmh. Non, ça peut faire mal. Tu peux avoir des cancers inflammatoires, ça peut t'envoyer des décharges, ça peut te faire des rougeurs, une douleur, tu vois? Enfin, Ouais. voilà. Donc il faut être de toute façon, être attentif à sa poitrine, voilà, régulièrement, regarder, vérifier que le sein est pas granuleux, qu'il y a pas un changement de texture de la peau, que le sien il est pas rouge, tu as pas le mamelon qui rentre, que tu as pas quelque chose qui sointe du mamelon, Mmh. et puis voilà, s'autopalper, de temps en temps sous la douche, voir tu vois, régulièrement en fait, Ouais, bien sous la sûr. douche, bah, tu es Ouais. là, tu prends le temps, tu te palpes Mmh. et si il y a le moindre doute, mais le moindre doute, Faut c'est pas consulter. grave, même si c'est pas grave, il faut Ouais. consulter. Même si tu te dis: «Mais non, mais c'est rien», faut pas être dans le déni, faut aller voir le médecin, faut insister, dire: «Écoutez, ça coûte rien de me faire passer une écho, Mmh. voir une mammo, on vérifie s'il vous plaît et puis, voilà, au mieux ça me rassurera et au pire peut-être que ça me sauvera la vie». Donc faut Tout à vraiment, fait. pas hésiter Ouais. et c'est vrai que bon, bah, ma mère elle me dit ça et je lui dis: «Écoute, OK», je lui dis: «Écoute maman, il y a jamais eu de cancer dans la famille, j'ai 27 ans, détends-toi, ça doit être rien du tout», tu vois? Et elle me dit: «Ah non mais Julie quand même s'il te plaît», je sais pas, elle l'a senti quoi. Tu sais le truc Le de médecin maman? t'avait pas prescrit de mammographie ou Pas à ce d'échographie? moment-là. Non, Non, d'accord. pas à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment À ta ce moment-là, mère il m'avait juste donné une qui ouais, t'alarme. il m'avait juste donné une crème. Du coup, bon, moi comme j'étais, responsable d'un service à l'époque, j'avais énormément de taf. Bon, j'en avais quand même moins que maintenant qui suis chef d'entreprise, mais j'avais quand même beaucoup de travail et c'est vrai que du coup, elle m'a appelée tous les jours jusqu'à ce que je prenne rendez-vous, en fait et j'en Ah pouvais ouais. tellement plus qu'elle m'appelle pour ça, que j'ai fini par dire: «OK, je vais obtempérer, je vais prendre rendez-vous». Ah Et ouais. donc j'ai rappelé le médecin et là, j'ai eu du bol parce qu'en fait, quand j'ai appelé, j'ai dit: «Bonjour, je suis une patiente du docteur, mais en fait, voilà, il m'a vue il y a 3 semaines, il a senti une boule, mais là, la boule, on dirait qu'elle a grossi, j'ai 27 ans» et la dame, elle me dit: «OK, venez demain à 7:30». Donc du coup, OK. lendemain matin, première patiente, j'y suis et là, il me réexamine les seins et il me dit: «Effectivement, c'est pas le même examen qu'il y a 3 semaines, Mmh mh. on va faire un examen plus complet des seins» et c'est là qu'il me prescrit échographie, mammographie.
Voilà. D'accord. Donc là, OK. je pars un peu dans le parcours du combattant. Faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très long suivant où tu habites en plus. Bon, et encore, moi, j'ai du bol, j'étais à Nice. Faut savoir Oui. qu'à Nice, on a quand même, on est plutôt bien servi. On a un centre Unicancer, un centre de recherche. Ouais. On a le Mélotron, qui est quand même le truc, un des trucs presque uniques au monde pour traiter les tumeurs dans Ah les yeux et ouais. tout, et puis les miel ouais, pour les enfants. Enfin, c'est vraiment ça se passe à Nice. On est, en termes, cancéraux, il y a très des très grands, professeurs qui y Mmh. sont, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Donc écoute, là, je pense que ma bonne étoile a commencé à briller à ce moment-là, parce qu'à force d'appeler des centres de radiologie qui me donnaient des rendez-vous à dans 15 jours, 3 semaines, en fait, je prenais les rendez-vous et j'essayais d'autres centres, et en fait, ça m'a amenée jusqu'au centre spécialiste du dépistage du cancer du sein à Nice, OK. et eux, ils m'ont donné un rendez-vous le lendemain à 8 heures. Du coup, j'ai Génial. rappelé tous les autres et j'ai annulé tous mes autres rendez-vous. Donc le lendemain, j'étais prise, et là, on me fait d'abord une écho en me disant: «Écoutez, il y a pas d'antécédent dans votre famille». Ça, attention, c'était des discours que beaucoup avaient il y a 8 ans, du coup, tu vois? Aujourd'hui, les discours, ils ont quand même changé parce qu'ils ont vu que, bah, c'était pas tout à fait ça, quoi, et qu'aujourd'hui, c'était plus la règle. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as pas d'antécédents, c'est pas parce que tu es jeune Mmh. que tu peux te dispenser de certaines analyses qui sont prescrites sur ordonnance, quoi. Ouais. Donc moi, à l'époque, il y avait écrit écho mammo, et on me dit: «On va d'abord faire une écho, parce qu'en fait, il se peut que ce soit rien du tout, et on va pas vous envoyer des rayons pour rien», parce qu'une mammographie, bah, il faut savoir que c'est pas anodin. C'est quand même des rayons X qu'on Tout à t'envoie. fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut pas les faire à tour de bras, les mammographies, et qu'on peut pas les prescrire automatiquement, parce qu'à terme, tu peux avoir ce qu'ils appellent des cancers radio-induits. Ah Donc oui. OK. ouais, il faut, voilà, en fait, tu vois, c'est toujours le bénéfice-risque. C'est pour ça qu'ils te demandent toujours tes antécédents et tout, parce que, voilà, Oui, savoir il si faut ça vaut pas le coup prescrire. de passer Exactement, ces examens, d'avoir ouais. ces examens-là qui ne sont Mmh. pas des examens anodins, tu vois? Donc Tout à fait, ouais. voilà. Donc elle me fait l'écho, et après du coup, c'est là que c'est devenu anxiogène, parce qu'au départ, on me dit: «OK, on vous fait juste une écho, mais voilà, il se peut que ce soit vraiment rien, qu'il y ait pas besoin de passer la mammo», et là, le docteur me dit: «Écoutez, vous avez du temps devant vous parce qu'on va quand même faire la mammo». Et là tu fais: «OK». Elle me dit: «Oui, Ouais. j'aimerais vérifier». «OK». Mmh. Donc elle me fait la mammo, et là la mammo, elle voit rien. Parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu as les seins denses, et Mmh. souvent, bah, en fait, à la mammographie, bah, tu vois pas ce que tu veux, quoi. OK. Donc elle me dit: «OK, revenez sur la table d'écho, on va refaire une écho». Donc là j'étais là: «Oh pétard, ça sent pas très bon l'histoire». Et donc elle me refait l'écho et elle me dit: «OK, est-ce que vous pouvez prendre encore un peu de temps devant vous?» J'ai dit: «Bah, écoutez, oui, je vais appeler mon travail, je vais prendre le temps qu'il faut», et là où j'ai eu du bol, c'est qu'elle m'a fait la biopsie tout de suite. Ah oui, Parce dans que la foulée? généralement, ouais, généralement tu pars avec tes clichés et tu prends rendez-vous pour une biopsie, Ouais, avec une et attente souvent tu perds encore, encore du temps, mmh, exactement. Sauf que là, elle était, elle avait le matos pour faire ça, elle avait génial. des internes et tout, et elle me dit: «Voilà, on va vous faire, la biopsie tout de suite». Alors elle m'explique qu'est-ce que c'est une Mmh. biopsie. Donc en fait, voilà, on prend une aiguille assez conséquente, bon, on t'endort la zone, et en OK. fait, on va aller carotter dans le nodule, quoi, pour aller en retirer des carottes, des petits Mmh. carottages qu'on va envoyer en anapath, c'est-à-dire en analyse, OK. et ils m'ont fait 8 carottages. Donc bon, bah, là, j'en menais pas large du tout, parce Tu que c'est m'étonnes. vrai que bon, tu sens pas quand l'aiguille elle rentre, mais quand ils prélèvent dans le nodule qui est vascularisé, bah, si, là, tu le sens un peu, quoi. Donc bon, c'était Ouais. pas un bon moment à passer, mais bon, bah, tu le passes, hein, et là, je prends conscience que ça sent pas très bon son histoire, surtout que ça saigne, tu vois? Donc c'est que c'est vascularisé, Mmh. et elle me dit, je lui dis: «Mais docteur, ça peut être, bénin et tout, ce que vous avez vu, parce que enfin voilà, il y a pas que des tumeurs qui sont Oui. malignes, tout ça», parce qu'elle me dit: «Oui, oui, c'est bien une tumeur, je vous confirme, c'est pas une mastose, c'est une tumeur». Et quand je lui dis ça, elle me dit: «Écoutez Julie, j'aimerais me tromper, mais de par expérience, je sais que c'est pas bon». Mais tu vois, elle Ah m'en dit oui! pas plus, elle me dit pas: «Il y a un cancer», elle me dit pas voilà, enfin, elle me dit: «Il faut que ça parte en analyse». Bon, moi, je suis de nature optimiste, et du Ouais. coup, tant qu'on m'a pas dit le mot cancer, bon. Là, je fais un switch dans ma tête et je lui dis: «OK, est-ce que je peux prendre l'avion? Parce que demain, j'ai un rendez-vous méga important à Paris, je devais me faire un énorme tatouage sur la jambe Ouais. que j'avais un rendez-vous depuis des mois au mondial du tatouage et tout, c'était un rêve de me faire tatouer au mondial». Mmh.
Et elle me dit: «Oui, il y a pas de contre-indication. Si ça vous fait mal avec l'altitude, prenez un Doliprane», enfin voilà, tu vois? Et donc voilà, je pars à Paris, puis je passe mon week-end là-bas. Je vais chez une amie à moi dont la tante était cadre à l'hôpital de Nice et du Ouais. coup, elle appelle sa tante, elle lui dit: «Voilà, Julie, elle a eu un examen qui a été envoyé en Anapathe», ça part tout au même endroit et elle Mmh. lui dit: «Est-ce que tu peux pas avec tes connexions essayer de faire activer les choses, pour qu'on ait des résultats rapidement et tout?» Ce temps, on Et en t'avait fait, elle donné a quoi été comme délai justement pour les résultats? on m'avait dit entre une semaine et 10 jours. OK, Ce qui ouais, est extrêmement long parce qu'en c'est fait, ça. au-delà de l'attente, c'est extrêmement anxiogène. Tu as tu as le temps de te faire des cheveux blancs quoi, direct, Ouais, tu c'est vois? Où tu clair. penses qu'à ça, tu es en boucle, enfin c'est un p l'attente est très longue. Mais après c'est normalement des délais qui sont incompressibles et en Ouais. fait, l'attente de mon amie, elle est tellement, tu vois, pugnace et tout je pense qu'elle a dû foutre le stress à tout le monde et en fait, quand je suis rentrée, de Paris, donc je suis partie le vendredi, je suis rentrée le mercredi et en OK. fait, il y avait un médecin à l'Archer qui m'attendait avec mes résultats et hem et donc du coup, je me rappelle, hein, j'ai atterri à Nice et je me suis dit: «OK, là, j'ai l'impression que je vais atterrir dans une vie qui va être complètement différente à partir de maintenant». Mmh. J'ai vraiment encore cette image dans ma tête, tu vois? Je voyais le tarmac se rapprocher, surtout qu'à Nice, tu arrives, tu es d'abord sur la mer et Ouais, puis c'est d'un coup, ça. bam, tu as le tarmac et bam, ça Mmh. se pose et en fait, j'étais là: «OK, j'ai vraiment l'impression d'atterrir dans une vie, dans une nouvelle vie». Et à l'époque, donc mon ex-conjoint, parce qu'on s'était séparés, mais on vivait ensemble parce qu'on avait un appart à vendre et tout, enfin, c'était compliqué. Il vient me chercher pour m'emmener, donc à l'hôpital et là, à l'hôpital, il y a un médecin qui me reçoit et qui, du coup, bah, m'annonce donc c'est un médecin qui avait à peine 2 ou 3 ans de plus que moi. C'était très bizarre et qui m'annonce que, voilà, il a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que, beh, oui, j'ai un cancer. Mais la bonne, c'est qu'il y a un essai clinique actuellement et qu'on va savoir, le traiter, quoi. Donc du coup, bon, là, c'était à l'hôpital. Mes parents ont insisté pour que j'aille plutôt me faire suivre au centre Unicancer parce que Mmh. c'était un centre vraiment dédié à Nice. Ils préféraient. Bon, ça les rassurait et comme moi, D'accord. j'aime pas faire du moment à mes parents, du Tu coup du coup, j'ai écouté, j'ai expliqué au médecin qui a compris et qui m'a dit: «OK, pas de problème» et donc je suis allée me faire suivre au centre Antoine Lacassagne et donc je suis rentrée dans cet essai clinique qui m'a sauvé la vie. Ça a été un essai clinique qui a été très long, de 18 mois. Donc j'ai eu 24 chimios, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie Oh! et après j'ai fait de l'hormonothérapie. Ouais. L'hormonothérapie normalement c'est 5 ans. Moi, j'ai pas pu aller au bout parce que j'ai eu un autre problème de santé, qui a fait que j'ai dû arrêter l'hormonothérapie, un peu avant OK. et voilà quoi, donc ça a été un parcours du combattant pendant 18 mois pendant lesquels, voilà, je suis restée chauve et Ouais. en fait, au-delà du cancer et des stigmates, physiques que tu peux voir quand tu tombes malade, c'est-à-dire la perte des cheveux, Mmh des mh. cils, des sourcils, tu as des stigmates qui vont être aux yeux des autres, pratiquement invisibles, c'est-à-dire, bah, quand, on va t'enlever ton sein, moi j'ai eu la chance, on me l'a pas enlevé en entier. On m'a OK. enlevé la moitié de la glande mammaire parce que, j'ai tellement bien répondu à l'essai que ma Mmh. tumeur, elle est passée de 6 centimètres à 6 millimètres. Il y avait pas d'atteinte à la chaîne ganglionnaire sous le OK. bras, du coup j'ai Ouais. pas eu de curage, on en a enlevé que 3, on a vérifié les 3, ils étaient sains. Il était vraiment localisé dans mon sein, donc il était très agressif, mais par contre, il était resté extrêmement localisé. À tel point qu'ils ont enlevé la moitié de la glande mammaire et qu'en fait, la plupart de la glande était saine en vrai, quoi. Ah Donc, oui, il y a d'accord. pas eu besoin, tu vois, de faire de mastectomie, même si j'étais prête à ça et que j'étais Ouais. OK avec ça et que j'ai vraiment même insisté pour qu'ils le fassent et ils ont refusé. Ça, j'ai pas compris parce que tu es quand même maître de ton corps et quand tu vis ça, tu as pas envie que ça recommence et que Mmh. si tu es prête psychologiquement à dire au revoir à ton sein ou à tes seins, Mmh je mh. comprends pas qu'on te laisse pas ce choix-là, tu vois? Qu'on te dise: «Mais non, vous êtes jeune, moi je suis pas d'accord pour vous enlever Ouais, ils ça ont en entier et tout», refusé, mais catégoriquement. ouais, après, OK. ils m'ont dit: «Faites-nous confiance» et c'est vrai que depuis le début, je leur ai fait confiance et ça s'était bien passé. Donc je leur ai Mmh. dit: «Beh, je vous fais confiance, Mmh. mais par contre si je récidive, je vous casse la tronche». Ouais, bah, ouais, non, mais tu m'étonnes. Parce que c'est quand même une sacrée, décision, quoi. Ouais, 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 franchement, après, je sais pas, j'avais vraiment confiance en eux. Je sais pas OK. comment te dire, Mmh.
je me suis laissée porter par les sachants, j'ai envie de te dire, est-ce que j'ai eu raison ou tort? Aujourd'hui, j'ai eu raison. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis, enfin que j'ai fini mes traitements. En Je suis rémission. considérée comme guérie. Ouais. J'ai jamais récidivé, j'ai la moitié de mon sein. J'ai Mmh. pas, tu vois, un sein reconstruit ou un sein en moins, j'ai Mmh. beaucoup de chance. J'ai juste un sein qui a 2 tailles de moins que l'autre et Ouais. qui est, figé par la radiothérapie. Donc, lui, il est resté à l'âge de 27 ans en étant plus petit, donc il est droit, Il il est est plus petit et haut. tout, et Ouais. l'autre voilà, et l'autre, il a 36 ans et il a vécu derrière le poids du reste de ma vie, et donc Mmh. il commence à être dangereusement décalé par Bah rapport à, donc oui, je suis bien forcément. asymétrique, Ouais. mais je m'en fous royal, mais Mmh. alors, d'une force, quoi. Et donc voilà, c'est ma petite différence à moi, et qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, en vrai, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est vrai que bon, bah, les traitements ont été très durs, très Mmh. difficiles. J'ai fait de la chambre stérile 2 fois. Ah oui. J'ai fait un choc anaphylactique pendant mes traitements. Après, je suis assez pudique sur les effets secondaires parce qu'il y a autant d'effets secondaires que d'humains sur terre. Mmh. J'en parle, très rarement parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens, et c'est pas parce que je veux leur cacher la vérité, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas sympa pour eux, dans le sens où, moi j'ai réagi comme ça, mais c'est pas dit qu'eux, ils réagissent comme ça. Oui. Donc il faut, voilà, on est tous différents et on n'est pas égaux face au traitement. Si j'ai un conseil à donner, Mmh. c'est qu'en fait, il faut être conscient que la chimiothérapie pendant quand tu es malade, c'est ta meilleure amie. Alors effectivement, c'est une amie un peu, tortionnaire, Ouais. qui est un peu perverse, quoi, c'est une amie perverse. Mais par contre, c'est aussi une amie élixir de vie, quoi. Et Mmh. quand on comprend ça, quand on comprend que ce traitement, bah, il est là, pour, nous sauver la vie, en fait, Mmh. on le prend différemment. Moi, Oui. quand j'ai compris qu'il fallait pas que j'ai peur d'aller à ma chimio, bah, je vivais mes chimios beaucoup mieux. Et après voilà, ça parle vraiment d'un aspect psychologique, hein, et en plus, tu as pas une chimio qui se ressemble. En plus, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que des fois, il y en a une que tu vas bien la tolérer, celle Mmh mh. d'après moins bien, et puis celle d'après, tu vas mieux la tolérer que la précédente, pourtant tu Ah es un peu plus ouais, fatigué. Enfin, il y a pas de règle en fait, d'accord. c'est trop chelou. C'est difficile d'en parler, vraiment. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'avais créé un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer, Ah mais je ouais, parlais que OK. de trucs cool. Je voulais pas parler de mes états d'âme pendant la chimio, parce que je partais du postulat que les personnes qui allaient me lire, elles étaient certainement en train de vivre une chimio et qu'elles avaient pas besoin de lire mes états d'âme parce qu'elles savaient ce qui se passait Ouais. en chimio. Par contre, je voulais leur donner d'autres types de conseils, donc c'était conseils bien-être, beauté, bonne humeur, trucs cool, tu Génial. vois? Voilà, c'était vraiment, et c'est la genèse, on va dire, du départ des frangines. Et tu vois, les frangines, c'est pas parce que je fais de la frange, c'est pour les sœurs de combat, quoi. C'est vraiment, une espèce c'est une communauté, une sororité, Mmh. parce que des fois, on n'a pas besoin de se parler. Il y a un lien invisible qui existe entre nous, on se comprend, ça match régulièrement tout de suite parce que, bah, voilà, je sais pas, c'est une fratrie très, très forte. C'est vraiment très, 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 très Mmh. fort que ce qui se passe entre nous, et il y a une vraie solidarité, quoi. Et ça, j'ai voulu le garder, et encore aujourd'hui, tu vois, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en visio avec une sœur de combat, et qui est en plein dans les traitements, et on discutait, de tout ça, quoi. Et quand tu parles à quelqu'un qui est passé par là, qui est dans l'après, déjà ça te fait du bien, ça te tire vers le haut parce que tu te dis que, Ouais. bah, bientôt ce sera moi. Et aussi, bah, quelqu'un qui te comprend parce que tout ce que tu lui expliques, bah, elle l'a clairement traversé dans sa chair. Donc Mmh. c'est vrai que, j'essaye de rester au maximum au plus près et présente pour, bah, mes sœurs de combat. Alors j'appelle sœurs de combat, alors des fois on me le reproche, parce que, le mot combat, tu sais, qui peut être Mmh. assimilé à un mot négatif. Mais moi, personnellement, je l'ai vécu comme la bataille de ma vie, quoi. Tu vois? Je me Bah suis oui, battue bien sûr. pour, Ouais. rester en vie. Ouais, Enfin, mon ouais. corps s'est battu, pour rester en vie. Donc pour moi, ça a été un combat. Mais ça m'est personnel, c'est Mmh. propre à moi. Peut-être qu'il y en a, ils vont le vivre différemment. Et c'est OK, juste, il faut respecter chacun comment il le vit. Chacun fait comme il peut, et juste en partant de ce postulat, voilà. Après, on peut tout discuter, bien sûr, et moi, je suis ouverte à tout et je peux comprendre, mais par contre, ce genre de choses personnelles, je pense qu'on le vit, chacun comme on peut, Mmh. et moi, ça a été un combat. Voilà, j'ai pas peur de le dire, et c'est pour ça que je les appelle mes sœurs de combat. Et on va dire que la majorité, le comprennent, et puis il y a une minorité qui disent, autrement, et c'est OK, tu vois? Elles le vivent différemment, et c'est OK, Tant et je pense que qu'elles toi ont ça te d'autres choses à parle, apporter. Exactement, enfin, de c'est toute le façon, principal, ouais.
ça nous parle quand, qu'on soit d'accord sur ces termes ou pas, Mmh. ce qu'on se dit, ça nous parle clairement, quoi. Je Ouais. peux entendre les arguments aussi et donc voilà, bah, qu'au bout de donc c'était en 2016, Mmh. en juillet 2016, je fais ma 24e et dernière chimio. Entre-temps, bah, voilà, j'ai l'idée de monter mon entreprise, donc Ouais, ça les germe justement frangines, la pendant cette période de en fait, ouais, c'est parce que je supportais pas ma perruque, j'arrivais pas à me reconnaître avec. Moi, j'ai eu ouais. mon cancer en plein été, j'ai vécu même pratiquement 2 étés Mmh. et du coup, j'avais chaud avec enfin, de toute façon, je l'ai mise que 3 fois. Donc au départ, voilà, je m'étais développé un système pour mon propre confort, Ouais, mon petit système de franges et par-dessus, je venais nouer des turbans, je retrouvais la sensation de me coiffer, tout ça et j'ai voulu le partager pour les autres, mais surtout le rendre accessible financièrement et du coup, je me suis battue pour que tout ça, c'est un remboursement par la sécurité sociale en totalité et génial. aujourd'hui, voilà, mes créations, elles sont prises en charge en totalité par la sécu. Ça, c'était une bataille pour moi parce que je trouve que face à l'adversité, on est tous sur, la même marche et je trouvais trop triste qu'en fonction de tes moyens, bah, du coup, Mmh. on puisse pas avoir accès, aux mêmes produits de qualité, quoi. Alors qu'on vit tous, la même chose et que pour tout le monde, c'est difficile, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tu vois? Donc Ouais, je trouvais ça vraiment pas juste. Déjà que la maladie, c'est pas juste, c'est donc sûr. qu'en plus derrière, bon, c'est pour ça que je me suis battue pour, cette prise en charge en totalité pour qu'il y ait aucune distinction de classe sociale, sur, l'acquisition de mes produits. Donc voilà, la naissance des frangines, ça a été ça. C'est une entreprise sociale et solidaire. Donc comme moi, c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie, bah, aujourd'hui, je reverse à la recherche contre le cancer. Enfin aujourd'hui, depuis toujours. Depuis la création des frangines, j'ai réussi à reverser 36 000 € à la recherche contre le cancer. Enfin, un Super. peu plus aujourd'hui, je dois être à 37 500 maintenant. Mais pour moi, c'était quelque chose d'hyper important. Je me dis qu'à force de chercher, on finira par trouver et je crois qu'il devient urgent de trouver. Mmh. Donc si je peux mettre des toutes petites briques à l'édifice, je pense que c'est avec des petites briques qu'on fait des grands murs. Donc voilà, je veux y participer, je veux participer à ça. Donc ça a été quelque chose qui me tient, même quand on est une toute petite entreprise qui galère comme toutes les petites Mmh. entreprises. C'est quelque chose que j'essaye, même par des moyens détournés quand je peux pas donner financièrement, bah, tu vois, je vais donner des produits qui vont être vendus OK. pour que l'argent soit donné à la recherche. Enfin voilà, ça c'est des choses, Ouais, ça te tient à cœur. qui sont ancrées en fait dans les Mmh. valeurs de la marque. À savoir qu'elle a été montée alors que je pouvais pas emprunter parce que quand tu as eu un cancer, beh, tu as pas accès à l'emprunt Compliqué. bancaire tout de Mmh. suite à cause des problèmes d'assurance, mais pas que quand tu as un cancer d'ailleurs, hein. Il y a plein d'autres maladies, Oui, genre oui, les tout à fait. diabétiques et tout, enfin Mmh. c'est alors les gens qui ont le sida ou quoi, enfin c'est genre mission impossible Mmh. et bon là, la loi a changé depuis, 2 ans pratiquement. Maintenant, c'est au bout de 5 ans de rémission. Avant, c'était 10 ans. Mais du coup, moi, pour monter ma boîte, j'avais dû faire un crowdfunding et OK. bon, c'est ce qui a fait connaître le projet des frangines et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'autofinance de tout et que, en s'autofinançant, et sortir des nouvelles collections et des Mmh. nouvelles créations et rester la mécène de la recherche, ça des fois, ça c'est de l'ordre de la performance. J'imagine bien, c'est un Mais sacré job, ouais. ouais, ouais, mais bon, après voilà, c'est passionnant et je t'avoue que j'aurais jamais cru que, suite à cette fâcheuse histoire de cancer, Mmh. du coup, je puisse, avoir ce premier bébé que j'appelle les frangines. Ouais. Pour moi, c'est mon premier bébé et je dis ça pourquoi? Parce que je vais enchaîner sur cette histoire de maternité. Parce que quand je suis tombée malade, on m'a dit que, en fait, je pourrais pas avoir d'enfant, suite aux chimios parce que quand on est une femme, on est avec un certain nombre d'ovocytes dans Mmh les mh. ovaires et en fait, la chimio va faire vieillir tes ovaires de 6 ans, c'est-à-dire qu'elle va manger pour 6 ans d'ovocytes dans tes ovaires Ouais. et en fonction de ton âge et de ta réserve ovarienne, il se peut que ça te déclenche la ménopause Mmh. prématurément. C'est vrai. Donc on m'a proposé et là encore une fois, j'ai eu de la chance, une préservation ovocytaire à l'hôpital de Bondy. Il y a le professeur, Grimberg qui est Mmh. là-bas et qui est un professeur mondialement connu parce que attends, ça relève de la science-fiction, le mec, ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire qu'il prélève des morceaux de cortex ovarien, s'il a pas suffisamment prélevé d'ovocytes dans les ovaires, donc il va congeler tout ça Ouais. et donc il est en mesure, alors on sait congeler le sperme depuis Mmh. très longtemps, mais par contre les ovocytes, c'était très difficile. Donc il les cryogénise exactement. Donc en fait, il met ça dans des paillettes qui Mmh. cryogénisent. Et après, le problème, c'est qu'il faut en avoir vraiment beaucoup parce qu'il faut qu'ils survivent à la décongélation, à la fécondation
et ensuite à la réintroduction in Mmh. vitro. Donc Mmh. ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres et moi, ils ont réussi à en prélever que 5. C'était vraiment pas suffisant parce qu'on OK. n'a pas pu me faire de stimulation hormonale puisque Ouais, j'avais un cancer forcément. hormonodépendant. Donc si on me Ouais, faisait pas le cancer, il explosait. ouais. Donc il a pris ce qu'il a trouvé. Donc il m'a pris un morceau de cortex ovarien et je lui dis: «Mais pourquoi faire?» Et alors c'est un truc de ouf, mais ils ont réussi à faire naître des bébés de cette technique. En fait, ils congèlent le cortex ovarien, donc c'est un morceau d'ovaire. Donc ils amputent ton ovaire. Donc moi j'ai l'ovaire OK, gauche qui est amputé de OK. d'un quart, je crois. Ils congèlent ce morceau d'ovaire et s'ils en ont besoin, ils le décongèlent et ils viennent te le regreffer dans le bras. À l'époque, c'était le bras, Ah c'est ce qu'il m'avait ouais! dit. Peut-être que maintenant c'est autre part, mais ils le stimulent hormonalement dans ton bras Mmh. pour le vasculariser et tout. De là va bourgeonner sur, ce morceau de cortex ovarien des ovocytes Ouais. et une fois qu'ils arriveront à maturation, Oh, ils viennent prélever les ovocytes dans ton bras. pour te les Ensuite, ils réimplanter. font ouais, ils font une Oh, fécondation de cet ovocyte et ensuite ils te le réintroduisent, in vitro dans ton utérus et à l'époque, je te parle de ça, c'était en 2015, il y avait, quand même, je crois une trentaine de bébés à travers le monde qui étaient nés de cette méthode. ouh! C'est vrai que C'est ça, quand oui, même un ça relève de de la la science-fiction. science-fiction, Ouais, vraiment. carrément. Mais c'est une méthode vraiment c'est c'est enfin, c'est des enfin, oui, on peut le dire C'est des quoi, ils génies. sortent de la cuisse de Ouais, Jupiter, franchement, j'ai pas peur de le dire. C'est quand même incroyable d'avoir imaginé ça et de se dire: «OK, oui, ça peut marcher et tout». Enfin, tu ouais, vois, c'est quand même, fou. Donc bon, j'ai pas eu besoin, de faire par ça. chance, de faire ça, Ouais. donc bon, pendant longtemps, ma gynéco, elle regardait mes ovaires et elle me disait: «Bon, les ovocytes, il y en a toujours pas sur les ovaires». Un jour, on m'a même lâchée: «Vous avez autant de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement» et heureusement pour moi que j'avais fait un deuil de ma maternité, en fait. J'avais fait Ah un oui, deuil de ma maternité OK. du moment où on m'avait dit: «On a prélevé, pas beaucoup, il y a pas beaucoup de réserves ovariennes, il se peut qu'après vous soyez en ménopause et tout». Donc moi, clairement, je suis quelqu'un qui en fait, j'ai une âme de battante et si voilà, j'ai tu vois, quand j'étais petite, je faisais de la compétition en gymnastique et tout, j'avais vraiment la gagne Ouais, et je m'étais dit: «OK, si je veux un enfant, que j'arrive pas à en avoir un, en fait, ça va me rendre tellement triste que je connais mon caractère, qu'en fait, je préfère me dire que je pourrai jamais en avoir et vivre avec ça et remplir ma vie autrement». Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais les frangines, c'est mon premier bébé mmh, parce que j'ai monté cette boîte comme si j'élevais un enfant. Et mmh, je me suis battue pour elle comme si c'était mon enfant, tu vois? Et aujourd'hui encore, voilà, ça reste mon aîné et je l'aime, comme un enfant cette entreprise et voilà, ouais, c'est fou. c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui m'a nourrie. Alors je me suis dit: «OK, je pourrais pas avoir d'enfant, mais je vais remplir ma vie différemment». Ce qui Ouais, m'embêtait, c'était pas que je me disais: «Oui, c'est sûr, je veux un enfant». J'en savais rien, mais par contre, ce qui m'énervait, c'était qu'on m'enlève le choix, en fait. c'est ça. Que Ouais. cette foutue maladie Mmh, qui m'avait fait traverser l'enfer en plus m'enlève ce choix-là à ouais. 27 ans et je Mmh. trouvais ça vraiment pas juste et donc Non, c'est c'est ça très tout dur, à l'heure ouais. quand je te parlais des stigmates invisibles, tu peux Mmh. avoir ça, donc l'accès à l'emprunt, le syndrome vraiment, post-traumatique et psychologique que la maladie peut laisser en toi. Le vraiment, c'est un stress où des fois, tu es là, tu tousses et tout de suite, tu te dis pas: «Ah, je tousse parce que j'ai chopé un virus». Non, c'est je tousse parce que peut-être la maladie est revenue dans les Ouais. poumons, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, tout, c'est du délire. devient anxiogène. Tout devient anxiogène et mais par contre, ça, j'en parle ouvertement et même avec, mes sœurs de combat pour dire, «En fait, les filles, si vous avez ces pensées-là, vous inquiétez pas, hein, vous êtes pas hypocondriaques ou quoi que ce soit, c'est normal, en fait, Normal, on ouais. passe toutes par ça». On est vraiment dans un syndrome post-traumatique sur lequel il faut travailler et il y a le temps qui vient, souvent finit par guérir les blessures, mais ça prend énormément de temps, plus ou moins p en fonction des personnes. Tu es aidée Et en par fait, des professionnels de santé? Des psychologues, oui, des bien psychothérapeutes? sûr, Ouais. ouais, Ouais. complètement. Pendant mon cancer, j'étais en psychothérapie. Après mon cancer, j'ai continué la psychothérapie. Mmh. Quand je suis tombée enceinte, j'ai repris une psychothérapie, parce qu'en fait, tu vois, comme je disais, j'avais fait un deuil de tout ça et puis, bon, quand même, on m'avait posé un stérilet, tu vois? Parce qu'encore une fois, ils sont conscients que la médecine, c'est pas une science exacte et Mmh. que, beh, même en chimio ou en sous hormonaux, tu peux tomber enceinte par, Ouais. une opération, voilà, ça peut arriver. Mmh. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas garder le bébé parce qu'il aura clairement, le fœtus n'aura pas eu la possibilité de se développer normalement avec OK. les médicaments que tu prends. Mmh. Donc c'est
avortement, direct, en fait. Tu peux pas poursuivre la grossesse, c'est pas possible. Même pour ta santé à toi, c'est-à-dire Mmh. qu'avec un cancer hormonal et tout, si tu es en traitement et que derrière tu as des hormones de la grossesse, ça peut être catastrophique. Donc vraiment, c'est, pas possible. Donc du coup, j'avais quand même un stérilet, mais un jour est arrivé le stérilet à son terme, tu vois? Enfin, genre tu dois Expiration, le ouais, garder, 5 expiration. ans, Donc ouais. je dis à mon mari, enfin à l'époque, on était déjà mariés avec mon mari, je dis: «Écoute, bon bah je vais pas en remettre un quoi», déjà ça m'avait fait, voilà, la première fois quand on me l'avait mis, comme j'avais pas eu d'enfant et tout, ça avait été un moment assez particulier. Donc j'ai pas envie de réitérer l'expérience, donc je remets pas de stérilet, quoi. Surtout Ouais, qu'ils avaient perdu le fil, fallait pour galère. sortir, enfin tu vois là, tu vois? Voilà. Donc il allait pour le sortir et j'avais dû aller dans un autre centre qui était Ah ouais. spécialisé parce que voilà, ouais, c'était vraiment chiant. Donc du coup, j'ai dit: «Écoute, tu sais quoi? Voilà, on m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Toi, du coup, tu t'en fous de pas en avoir aussi, c'était pas ton truc dans la vie. Oui, c'est du coup, quand Donc tu bah écoute, l'as il y aura pas rencontré, Anthony, tu lui as tout de suite dit, que tout de potentiellement, suite». vous ne pourriez pas avoir d'enfant Ouais. ensemble? Ouais. En fait, j'ai eu rapidement des sentiments pour lui et en fait, même avant même d'en avoir, je lui ai dit: «Écoute, voilà, ça va être bizarre ce que je vais te dire alors que ça fait Mmh. une semaine qu'on se connaît, mais si toi, ton but dans la vie, c'est d'avoir des enfants, beh, déjà t'attache pas à moi parce que, beh, Ouais. moi, peut-être que je pourrais pas en avoir. Donc avant de que ça aille plus loin, qu'on tombe amoureux ou qu'on souffre d'une quelconque situation, vaut mieux que tu le saches d'entrée». Et là, il me dit: «Écoute, moi, les enfants, je sais même pas si j'en veux, je crois pas, enfin, je m'en fous en gros, quoi». Tu Ah vois? ouais, Et puis d'accord. après je dis: «Après oui, il y a des méthodes. Bon, bah, j'ai des ovocytes au congèle, mais c'est pas dit que voilà, Mmh. ça marche». Et beh, au pire, il y a le don d'ovocytes. Moi, j'y ai droit gratuitement puisque j'ai eu une maladie OK. grave, qui a fait que. Et là, il me dit: «Non, mais tu sais, avoir un enfant pour avoir un en où je reconnais pas le regard de sa maman dans ses yeux, je préfère, adopter dans ces cas-là». Ah ouais, d'accord. Et du coup, je me suis dit: «Waouh!» Enfin, ce mec, je pense que c'est l'homme de ma vie parce que moi, tu vois, je m'étais dit peut-être que, j'adopterai un jour. Mais en Mmh. fait, quand tu as eu un cancer, c'est pas si simple aussi d'adopter en vrai. Ah oui. C'est le même bordel. Ouais, c'est compliqué. OK. Donc du coup, déjà que c'est compliqué quand tu es en pleine santé et que tu es une voilà, donc quand en plus tu as une maladie, ça devient encore plus compliqué d'adopter. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc bon, on continue notre vie comme ça et puis je remets pas le stérilet et entre-temps, j'écris mon bouquin et c'est marrant, donc mon bouquin sort en janvier 2021 et j'avais écrit vers la fin de mon bouquin que, en fait, je m'en étais remis à la vie et à la nature en disant que, bah, j'enlève le stérilet et si je tombe enceinte un jour, c'est que je devais être maman et si je tombe pas enceinte, c'est que je devais pas l'être et c'est OK. Voilà. Ouais, Et je tu termine mon acceptes. bouquin, tu vois? Voilà, j'accepte et je ferme et puis il sort en janvier 2021 et en mai 2021, beh, j'apprends que Oh, je tombe enceinte. incroyable. Voilà. En fait, alors c'est bizarre parce que j'ai eu symptômes genre de fatigue extrême, Ouais. et mal à Mmh, l'estomac, pas très et bien. j'étais là: «Oh putain, je récidive». Je te jure, c'est horrible. C'est la première chose que je me suis dite et du coup, je suis allée chez le médecin. Et je lui dis: «Docteur, ça va pas, je crois que je rempile et tout». Mmh. Et il me dit: «Mais qu'est-ce que vous avez?» Donc j'écris les symptômes, il me dit: «On va quand même faire un test de grossesse». Ah Et je lui oui, dis: «Bah OK. non», ouais, et je lui dis: «Bah non, on m'a dit que j'avais autant de chances de gagner au loto et tout». Il me dit: «Oui, bah, autant de chance, il y en a qui gagnent au loto». Donc il me dit: «On va quand même faire un test de grossesse et tout». Mais bon, franchement, je suis allée acheter le truc, Sans y croire, sans y croire vraiment. D'ailleurs, la veille du test de grossesse, j'étais chez des amis, j'ai bouffé tous les nachos, j'ai bu, oui, tu as et en vécu ta rigolant, je vie, leur dis: exactement, je leur dis: «Ah bah, demain, je fais un test de grossesse, j'espère qu'il sera positif, ça justifiera le fait que j'ai bouffé tous les nachos», quoi. Voilà, tu vois, dans l'état d'esprit, Ouais, OK. et en fait, c'est vrai que le lendemain matin, je me réveille un peu, avec la gueule de bois quand même et là, je vais faire mon test et je me rappelle, je me suis dit: «Non mais» enfin, je vois 2 barres et je pensais que je louchais, tu vois, j'étais là, je me frottais les yeux, Oui, je suis je mal regardais la réveillée. boîte en mode: «Ah putain, attends, 2 barres, c'est» donc c'est ah putain, enfin, tu vois, j'étais vraiment, Ouais, ouais, ouais. comme si j'avais vu un fantôme, vraiment. C'était trop bizarre. Donc je vais voir mon mari, je lui dis, je lui montre le truc, il me dit: «Tu es enceinte?» Je dis: «Bah, apparemment». Et là, lui, il explose de joie, quoi, tu vois? Il dit: «Ah Ah là là, mais ouais? c'est génial et tout». Et je lui dis: «Attends, attends, attends, avant de voilà, je vais aller en acheter un deuxième quand même», tu vois? Histoire d'être sûre.
Voilà, donc j'en ai acheté un deuxième, qu'effectivement il est revenu direct 2 barres, machin et tout. J'étais là: «Waouh!» mais mais en même temps, j'étais là: «OK, mais attends, tu vis à 200 kilomètres à Ouais. Toulon, je vis à Nice, on a 9 mois pour réorganiser notre vie, j'ai une entreprise ici». Enfin, tu vois, j'étais dans la peur la plus totale Mmh. de ça parce que j'avais pas du tout organisé ma vie comme ça puisqu'on m'avait dit que ça n'arriverait pas Bah oui, et tout à qu'on fait. avait l'air et moi, je me disais: «Bah, je suis tellement pas de chance qu'en gros, il y aura pas de raison que j'ai de la chance pour ça, quoi», tu vois? Parce Ouais. que j'étais partie du postulat que, voilà, avoir un cancer à 27 ans, c'était vraiment pas de chance. Mmh. Donc voilà, et que dans ma vie, j'avais souvent été Bavé. difficile, tu vois? Avec mon enfance et tout machin. Donc pour moi, bon, bah, voilà, mon lot de bonheur, je l'avais eu. J'avais rencontré mon mari, je m'étais mariée, j'étais en guérison et Mmh. pour moi, voilà, c'était déjà énorme. Et ça me paraissait fou qu'en plus la vie m'offre la chance Oh! d'être maman, tu vois? Donc du coup, j'ai repris une thérapie pour, Ouais, tu faire le avais besoin chemin d'en inverse du parler, ouais. deuil. Mmh. Ouais, parce que j'avais peur que qu'ayant fait tellement mon deuil et ben, je sois une mauvaise maman, du coup, Ouais, que tu aies peut-être du tu mal à vois? accepter, à te projeter aussi dans cette Ouais, future maternité, ouais. ouais, et puis en tant que maintenant entrepreneur et tout, avec une Mmh. vie méga remplie, en étant tout Aussi, le temps ouais. dans des avions et tout, enfin, bon, du coup, j'ai levé le pied pour tout, clairement. Mmh. Donc j'ai mené ma grossesse. Après, je me suis dit: «Écoute Julie, déjà, détends-toi». Bon, je me suis pas attachée à ma grossesse avant de voir mon ventre, c'est-à-dire que jusqu'à 5 mois, j'étais pas dans le déni parce que, bah, je faisais attention, je Mmh. mangeais pas de poisson cru, je buvais plus d'alcool, enfin, tu vois, je faisais méga gaffe. Mais en même temps, je m'attachais pas à ma grossesse parce que je me disais: «Attends, parce qu'avec tout ce que ton corps, il a Mmh. traversé, tu sais pas si la grossesse va tenir». Enfin, voilà. Oui, tu restais un petit peu J'ai continué. prudente. Ouais, mais par Mmh. contre, je continuais ma vie comme avant, c'est-à-dire que j'allais au travail en vélo, je faisais du yoga toujours, 2 fois par semaine, enfin voilà, Ouais. j'étais vraiment dans ma vie et puis ce bébé, en me disant: «Beh, en fait, s'il veut», ma psy m'avait dit: «Vous savez, ce bébé, il veut être là, hein». Ouais. Et elle me dit: «Vous, votre caractère, vous êtes pugnace», et elle me dit: «Je suis sûre que c'est le même style, quoi». Ça, bah, d'ailleurs, ma fille, elle est vraiment pugnace, quoi, et c'est vrai que, beh, elle a été pugnace. J'ai eu une grossesse de rêve. C'est Voilà, vrai? je peux pas dire autre, ouais, vraiment. J'ai été juste les 3 premiers mois, tu sais, j'ai même pas vomi, en fait, j'étais juste un peu dérangée, Écœurée? Ouais. ouais, écœurée, tu vois? J'avais des trucs que j'aimais avant que j'aimais plus. Mmh. Bon, j'avais plus d'odorat moi depuis le covid, Ah, donc du coup, les odeurs ne me dérangeaient absolument pas et ce que je mangeais avait changé de goût, en fait. Donc du coup, ouais. voilà, il y avait des choses que j'aimais plus trop, Oui, c'était trop tes goûts sont bizarre un peu et j'ai transformés. ouais, tu sais, les goûts transformés, puis Mmh. j'avais, tu vois, des espèces d'aigreurs d'estomac, mais c'était tout et puis après ça a fini par passer Ouais. et j'ai vraiment eu une grossesse, idyllique que j'ai menée à son terme. Donc on savait pas le sexe de l'enfant jusqu'à la Vous naissance. Moi, j'ai avez voulu ouais, garder, ouais, super. c'est pour ça qu'on a choisi un prénom mixte. Ouais. Donc on l'a appelé Bowie, tout simplement parce que bon, bah, moi David Bowie, c'était le premier garçon dont je suis tombée amoureuse et j'aimais trop moi les mecs androgynes Ouais. et puis j'aimais beaucoup les valeurs de David Bowie, tu vois? C'est quand même un des premiers artistes, qui a levé plein de tabous sur, l'inclusivité, sur l'homosexualité, sur tout ça. C'est quelqu'un que voilà, j'admirais vraiment et pour son art et pour sa personne et pour ce qu'il était et pour ce qu'il représentait. C'est ma mère qui m'avait fait connaître David Bowie et je suis tombée amoureuse de lui instantanément. Puis après, j'ai connu Michael Jackson et après ça a été Michael Jackson mais bon, j'allais pas appeler ma enfin, j'aurais pu appeler ma fille Mickaël, j'ai envie de te dire, Mmh. mais je sais pas. En fait, on était en Italie avec mon mec et on cherchait un prénom pour l'enfant et d'un coup, on entend Space Oddity passer à la radio Mmh. et en rigolant, je dis à mon mari: «Chiche, on l'appelle Bowie» et il me dit: «Ah bah, me chauffe pas trop». Je lui dis: «Tu serais partant?» Il dit: «Bah, grave, c'est trop cool». Je dis: «Mais attends, tu es musicien et tout le monde va se moquer de nous en mode, les gars, ça Ouais, va ouais. quoi, les rockers là?» et il me dit: «Mais qu'est-ce qu'on s'en fout?» Je dis: «Ouais, c'est vrai, tu as raison, on s'en fout» et donc bon, va pour Bowie quoi. Donc c'est resté et Génial! quand on l'a dit à notre famille, ma mère elle m'a fait: «Ouais, ouais, tu as encore du temps pour changer d'avis», tu vois? Elle était pas chaude du tout, Ouais. enfin personne n'était chaud quoi. Genre, il y en a qui me disaient: «Mais attends, le surnom ça va être pourri, ça va être bobo, ça va être oui, oui, c'est naze et tout». Je dis: «Bah, au final c'est Boubou, voilà. Bah, On rien à l'appelle voir. Boubou». Rien à voir et en fait, non, c'est resté Bowie et on était trop donc bon, que ce soit un garçon ou une petite fille, ça Bah, marchait, quoi ouais, bien sûr, ouais. et quand elle est née, que j'ai vu que c'était une petite fille, enfin, c'était fou parce que, enfin, moi, je rêvais d'avoir une petite fille, en fait Mmh.
et après si ça avait été un garçon, j'aurais été très, très, très Oui, heureuse bien sûr, aussi. ouais. Mais c'est même je autant je moi je m'étais complètement plantée, je me disais: «C'est un mec». Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que Bowie était un garçon et en fait non, c'était une petite fille, quoi. Et le pire, c'est que je l'avais rêvé, j'avais rêvé de sa naissance et ma meilleure amie, elle m'avait dit: «Tu verras un jour, ton corps, il va te dire ce que c'est» et je me souviens, j'ai retrouvé le texto que j'avais envoyé quand je lui ai dit: «Ça y est, j'ai rêvé de du sexe de l'enfant et j'ai rêvé que c'était une petite fille». Elle m'a dit: «Beh, ça va être une petite fille». Ouais. Et en fait, je me rappelle que dans mon rêve, en fait, on me posait le bébé, sur la tête et en fait, je voyais que son sexe, quoi, tu vois? Ouais, ouais Je voyais que sa vulve et là, et c'était c'est exactement ce qui s'est passé à sa naissance parce qu'elle est arrivée par césarienne, parce que bon, bah, au OK. bout de 21 heures de travail, elle appuyait pas sur le col Ouais. et donc j'avais dilaté qu'à 2 au bout de 21 heures de Mmh. travail, dont 12 heures sans péridurale Oh. et en fait, elle appuyait pas sur le col donc au bout d'un moment, bah, on est partis en césarienne d'urgence parce que et moi et elle, on était en train de partir, quoi. Mmh. Donc donc quand ils me l'ont sortie, ils me l'ont amenée comme ça, ils m'ont Ouais. mis ses fesses, tu vois, d'abord et j'ai vu que ça C'était et une fille? j'ai Ah dit à ma bah, meilleure ouais. amie: «C'est fou», j'ai dit: «C'était exactement ce qui s'était passé dans mon rêve, truc de Un rêve malade, truc prémonitoire, de ouais. fou». Ouais, enfin vraiment, truc de dingue et je dis: «Ouais, tu avais raison, le corps des fois il t'envoie des messages, il te trompe pas, quoi» Oui. et donc c'était une petite fille et c'était Bowie, quoi et voilà et maintenant elle a 19 mois, elle est en super forme, Génial! un petit cadeau. Vraiment, tu vois comme quoi la vie est capable du pire comme du meilleur, et qu'il y a 365 jours dans l'année et en fait, faut pas se dire que c'est 365 jours de malchance parce que dans 365 jours, il se passe aussi des miracles, quoi. Donc C'est clair. moi, je sais que ça m'a tous les jours, je me dis: «Mais waouh, après ce qui s'est passé, après cette terrible épreuve que j'ai traversée, là, il m'arrive quand même beaucoup de belles choses Mmh. et j'ai juste une peur, c'est que demain ça s'arrête, tu vois? C'est Ouais, qu'on vraiment, te l'enlève. autant je ouais, qu'on m'enlève, ce bonheur parce que autant j'avais fait la paix avec, plein de choses. J'avais fait la paix avec la maladie, j'avais fait la paix Mmh avec mh. la mort même. J'avais fait vraiment la paix avec plein de choses. Autant depuis l'arrivée de ma fille, j'ai de nouveau du travail à faire parce que, l'arrivée d'un enfant, tu sais ce que ça fait, hein, d'un coup tu vis plus pour toi, mais tu vis pour cette petite chose et pour Ça l'élever redistribue les du cartes. mieux possible. Mmh. Exactement et celle qui passe en premier, c'est cette petite personne et toi, c'est après, quoi et du coup, aujourd'hui, j'ai peur pour elle, j'ai peur, pour moi après, mais j'ai peur aussi pour moi dans le sens où je veux pouvoir être là, C'est ça. pour, pouvoir, la voir enfin la faire grandir et lui donner Ouais. les clés dont elle va avoir besoin pour évoluer dans ce monde et le plus longtemps possible, comme l'est ma mère. J'ai de la chance d'avoir encore ma maman, elle a 62 ans, c'est mon soleil, tu vois? Vraiment, elle m'a donné la vie, puis elle m'a sauvé la vie finalement avec son histoire de: «Retourne chez le Carrément. médecin!» Ouais, 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 elle a Tu vois? senti. Donc aujourd'hui, c'est une super mamie, elle qui pensait pas qu'elle serait mamie un jour et tout et enfin voilà, c'est j'ai beaucoup de chance et j'aimerais que Bowie, elle ait cette chance-là aussi, tu vois? C'est Mmh. d'avoir sa maman, longtemps. Ouais. Donc voilà, c'est en fait, j'ai envie de te dire, la vie finalement, c'est des remises, en question, et sur soi-même en permanence et il Mmh. faut pas avoir le peur de le faire, c'est et de l'avouer. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, quand tu fais une thérapie, tu le mets dans ton CV, quoi et c'est hyper Ouais. bien vu parce que quand tu te connais, c'est un plus, en fait, C'est un atout, pour un ouais, enfant. clairement. Exactement, Mmh. complètement. Comme quand tu plantes une boîte là-bas, si Mmh. tu as planté ta boîte, c'est OK, si tu as planté, c'est que tu as appris, quoi, tu vois? Alors Ouais. qu'ici, les Français, on est très pudiques sur, heu, sur plein de choses, sur tout ça et tout, on n'a pas la même mentalité Mmh. et en tout cas, enfin voilà, cette fâcheuse histoire de cancer du sein, qui a quand même changé ma vie, du tout au tout, hein, parce que je suis passée de juriste à entrepreneur, Bah, j'ai tu rencontré m'étonnes. mon mari, je me suis Maintenant mariée, maman. maintenant maman. Là, on vient d'acheter une maison parce que ça y est, comme j'ai passé, les 5 ans du droit Ouais. à l'oubli, on a pu avoir enfin accès à l'emprunt bancaire et du coup, on a pu acheter, une petite maison de village, au-dessus de Toulon et enfin voilà quoi, c'est comme enfin voilà, si ce message que je livre aujourd'hui, que tu me donnes la chance de livrer aux autres peut être, un guise d'espoir en Mmh. disant que, c'est tout n'est pas une fatalité, même si encore aujourd'hui, la maladie, elle fait peur. Le cancer, c'est une maladie très sérieuse.
qui est encore assimilé au mot mort, hein, dans l'inconscient, même si on en guérit plus que ce qu'on en meurt. Mmh. Mais des fois, il y a des issues qui sont encore fatales et notamment aussi dans le cancer du sein, 12 000 femmes par an qui n'en guérissent pas et Mmh. c'est des C'est chiffres énorme. qui sont réels et c'est ça que tu te dis en 2023, 12 000 c'est encore beaucoup trop, quoi, tu vois? Bien sûr. Enfin, donc c'est là que et je t'en remercie, de donner la parole à des personnes comme moi qui sont passées par là et qui vont pouvoir donner des messages de prévention, peut-être à certaines personnes qui se sentent pas concernées ou qui en ont peur et qui vont peut-être se dire à partir de demain: «OK, ben moi aussi le premier de chaque mois, je vais faire mon autopalpation» Ouais. parce que, ben, en fait, la prévention, ça sert à prendre les choses en main rapidement et plus tu le prends rapidement et l'issue, elle sera beaucoup plus favorable, en fait, que si tu es dans le déni et qu'en fait, tu laisses traîner les choses et on va dire que dans ce type de maladie où tu peux avoir des signes visibles, Mmh. tu vois? C'est pas comme certains autres cancers où tu vas pas forcément avoir des signes visibles sur toi tout de suite Ouais. ou que tu vas pouvoir toucher. Ce cancer-là, on a ce pouvoir de prévention grâce au moins à l'autopalpation ou à la visualisation de sa poitrine en regardant si elle a pas changé de forme ou tu vois? Chose que dans certains organes, tu vas pas pouvoir faire. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est être acteur de sa santé, c'est de savoir les gestes qui existent et qui sauvent, avec, voilà des actions de prévention qui existent, notamment autour d'octobre. Alors le cancer, il a pas de saisonnalité, il a pas de sexe, Ouais. il a pas de frontières, voilà, on en parle énormément en octobre parce qu'il y C'est a toute Octobre l'année. rose, mais c'est toute l'année. Donc Ouais. c'est pas qu'en octobre qu'on doit faire la mammo ou qu'on doit faire l'autopalpation, s'il vous plaît. C'est, voilà, c'est régulièrement toute l'année et puis au moins d'aller voir son gynécologue 1 à 2 fois par an. Franchement, c'est ça mange pas de pain, quoi et vraiment ça sauve des vies. Donc j'encourage, vraiment les personnes, qui écoutent là à devenir actrices de leur santé parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le sont pas, Ouais, 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 c'est malheureusement et mais pas parce que c'est des gens en bonne santé et tant mieux et parce que c'est des gens qui s'écoutent pas aussi ou juste mmh. qui ont pas le temps. Mais prendre du temps pour soi, c'est quand même aussi important parce que si tu veux pouvoir être bien avec les autres et le plus longtemps possible, il faut d'abord que toi tu sois bien, quoi. Mmh. Donc la personne la plus importante dans sa vie, c'est pas égoïste de dire ça, mais la Soi-même. personne la plus importante qu'on a dans sa vie, c'est soi-même. Parce Mmh. qu'on est seul et on meurt seul. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de soi, quoi et ça passe par là. Moi, ça, je l'ai compris, tu vois, avec, j'ai beaucoup cheminé parce que, Ouais, beh, tout à fait, ouais. une expérience comme ça dans ta vie, moi, ça a été la maladie, mais on a tous des combats à mener, mais une expérience comme ça dans ta vie, bah, en fait, ça te fait grandir, ça te fait mûrir. Alors aujourd'hui, il y a une chose qui me manque extrêmement, c'est mon insouciance, Ouais, clairement. j'imagine. Mmh. Je suis très nostalgique de mon insouciance parce que je l'ai perdue beaucoup trop tôt, je pense. Mais par contre, j'ai gagné, voilà, j'ai gagné peut-être 20 ans de maturité, j'ai Mmh. gagné énormément de temps dans ma vie. J'ai perdu des gens autour de moi qui m'ont tourné le dos, Ouais. suite à la maladie, mais en fait, bah, ils m'ont rendu service parce que je les aurais certainement perdus sur le chemin, mais j'aurais perdu du temps, du coup, avec eux. Mmh. Donc enfin voilà, il faut essayer de se dire que, bah, des fois cette maladie, elle remet les pendules à zéro, quoi et que les combats en fait, on est tous beaux de nos combats, voilà et que dans tous les cas, bah, ça fait de nous des meilleures versions de nous-mêmes et moi, ça, c'est ce que je me répète, tous les jours. Je me dis que tout ça, c'est pas arrivé pour rien et c'est Mmh. arrivé pour que, je devienne une meilleure version de ce que j'étais, quoi. Voilà. Ouais, tu as vraiment un regard, totalement neuf sur la vie Oui, et sur ouais. ce Après, qu'elle a à attends, t'apporter. ça m'arrive de me prendre la tête des fois pour des Ouais, futilités, j'imagine. hein Bien et sûr. j'aime bien. Quand je m'en rends compte, je me dis: «Ah, c'est cool, je me prends la tête pour une connerie là, Bah oui, ça c'est fait la du bien aussi», normalité tu vois? aussi, c'est ça, clairement. Exactement, c'est la Mmh. normalité Ouais, et c'est comme quand j'avais un pote à moi quand je tombais enceinte qui m'a dit: «Bah, franchement, je suis content pour toi que tu sois enceinte parce qu'en fait, ça va te remettre un peu dans la normalité». tout à fait, ouais. En fait, d'être une jeune femme, voilà, qui vit aussi sa vie, de maman, de femme, Mmh. même si attends, même si tu as pas d'enfant, tu restes une femme, mais en tout cas dans une certaine normalité et Mmh. pas, dans mon statut d'ancienne patiente, tu vois? Ouais.
changer de statut aussi, quoi. Oui, je suis une ancienne patiente, mais je suis avant tout une femme, quoi, en fait, une Ouais! femme, une maman, une personne, quoi, tu vois? Et je suis pas qu'une ancienne malade, je suis pas qu'une personne qui a traversé un cancer, je ne suis pas qu'une maman, voilà, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça et aujourd'hui, cette expérience, de la maladie, écoute, elle m'appartient et encore une fois, on a tous des combats à mener et ces combats, ils nous apportent à tous quelque chose. Une différence qui fera forcément une force de quelque chose, quoi. Ouais. En tout cas, merci, beaucoup Julie pour ton Avec grand récit. plaisir, C'était, très avec grand plaisir. enrichissant et bravo, pour tous les combats que tu as menés. Je te souhaite maintenant tout le bonheur du monde. Vraiment, tu le mérites grandement Merci beaucoup, avec ton mari et c'est gentil. ta jolie petite fille. C'est adorable, merci beaucoup à toi et merci de, voilà, de faire ce que tu fais là, pour Octobre Rose et autour de la prévention. Je pense qu'effecti il y a beaucoup de messages de prévention autour d'octobre, mais finalement, il n'y en aura jamais suffisamment Ouais, c'est parce qu'il sûr. y en aura toujours qui vont entendre, parce qu'ils l'avaient pas entendu autrement et peut-être, tu vois, grâce à ton podcast, la personne, tu auras une personne qui se sent pas concernée qui va dire: «Ah mais oui, mais en fait, peut-être que» Mmh. et donc pour tout ça, merci. Merci pour nous toutes, quoi. Merci beaucoup Julie, c'est très gentil. À très vite. À très bientôt. J'ai tellement adoré l'histoire de Julie et surtout sa façon de parler de sujets graves de manière positive que je n'ai pas vu le temps passer lors de l'enregistrement de cet épisode. On sent vraiment la maturité de cette jeune femme qui a traversé bien des épreuves pour son âge. En tout cas, on peut dire avec certitude qu'elle a maintenant droit au bonheur plus que quiconque et je lui souhaite évidemment de très belles années à vivre entourée des siens. Merci à vous pour votre écoute de plus en plus fidèle. Cette collection d'Octobre Rose se termine avec ce 4e récit fort en émotion. Je suis ravie d'avoir pu mettre en avant des femmes, des mères ayant connu l'épreuve de la maladie. J'espère que cela aura pu vous informer sur le cancer du sein et aura permis de planter des petites graines qui feront que vous serez plus informés et plus enclins à les consulter au moindre doute. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la reprise des épisodes classiques. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.